Et l'invité de ce JT du soir de France Télévisions est d'abord François Boulot. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes avocat au barreau de Rouen. Vous avez été porte-parole des Gilets jaunes. Vous avez entendu pendant ces manifestations. Et vous signez Reprendre le pouvoir aux éditions Les Liens qui libèrent, où vous livrez en quelque sorte, j'allais dire, un cours magistral d'économie, de sociologie, en revenant sur des notions qu'on aborde souvent, soit ici dans nos reportages, soit dans les discours des hommes politiques. Et vous les recontextualisez et vous dites, par exemple, sur le libéralisme, vous remettez néolibéralisme devant, vous expliquez exactement ce que veut dire cette tendance économique. Mais on a évidemment, je vous le disais hors antenne, choisi ce chapitre, cette page économique de notre journal du soir en fonction évidemment de votre revenu et de ce que vous disiez. Cette hausse des profits des industries du luxe, par exemple, est-ce que ça corrobore la dimension et la démonstration économique que vous faites dans votre livre ? Oui, bien sûr. Alors, je commence justement par un état des lieux économique du pays. Et j'analyse quelque chose qui, à mon avis, est encore très largement inconnu de la société française. C'est que, on a une concentration des richesses qui s'opère au profit des 1 ou des 0,1% les plus riches. Ça, voilà, c'est documenté, on le voit, on le sait. Ça, il y a eu des études de l'INSEE, il y a eu des études de France Stratégie, notamment dessus, donc on le sait. Ce qu'on sait moins, en revanche, et parce que les études, elles sont plutôt récentes, c'est que on a une baisse du niveau de vie qui atteint la société française. Vous avez un chapitre sur l'appauvrissement voilà, exactement, le déclin économique de la France, et donc qui commence à appauvrir en fait et à remonter dans la société française. C'est-à-dire que on avait les 10% les moins aisés qui ont été touchés par une baisse du niveau de vie sur la période de 2008 à 2018, et on a une deuxième étude de l'INSEE qui nous apprend que sur l'année 2018, c'est 30% des Français qui ont connu une baisse du niveau de vie. Je rentre pas dans les détails, mais il se pourrait même que l'étude de l'INSEE sous-évalue en réalité même la proportion de la population française qui est touchée. Mais cette industrie du luxe, quand elle marche bien, si on essaye de pas être subjectif ou de pas porter de jugement de valeur sur les produits qu'ils font et la clientèle avec qui ils travaillent, c'est aussi des emplois, et parfois des emplois, alors made in France, pas tous, mais certains pour ces industries-là, la confection, la maroquinerie. Ça crée des emplois. Ça, pour le coup, c'est quand même validant, même pour des industries extrêmement chères à l'achat. Là, vous posez une question après qui amènerait aussi sur la transition écologique, et donc de s'intéresser à orienter les activités économiques pour savoir celles qui sont vertueuses, c'est-à-dire respectueuses de l'environnement, de celles qui ne le sont pas. Mais je dirais que déjà, il y a une première limite quand on voit les niveaux de distribution de dividendes qu'on a dans ces entreprises. C'est qu'il faut rompre avec une logique qui consiste à considérer dans notre société, c'est le néolibéralisme qui veut ça, que finalement, il ne faudrait pas de limite à l'accumulation des richesses. Je crois qu'on ne peut plus se permettre ça. D'une part, parce que d'un point de vue moral, ça devient plus acceptable d'avoir des rémunérations de 100 000 ou 1 million d'euros par mois, parce que, franchement, quelle est l'utilité commune? Comment on peut justifier que des personnes gagnent 4 800 SMIC par mois? Je crois que ça n'est pas justifiable d'un point de vue moral. Et puis surtout, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que sur le plan du fonctionnement de l'économie en général, c'est parasitaire. C'est-à-dire que pour ces gens qui gagnent, il n'y a pas de jugement de valeur, mais pour ces gens qui gagnent 100 000 ou 1 million d'euros par mois, les limites imaginatives, vous voyez, pour consommer son argent, elles atteignent très vite leurs limites. Quand vous avez acheté 4 villas, 6 voitures et un jet privé, votre argent, vous l'épargnez. Et le problème, c'est qu'on a créé comme ça un gigantesque stock d'épargne, et qui trouve à aller dans la spéculation financière, puisque c'est les marchés financiers qui, aujourd'hui, offrent les meilleurs taux de rendement. Et du coup, c'est autant d'argent qui ne va plus dans l'économie réelle. C'est de l'argent qui n'est plus consommé, c'est de l'argent qui ne permet pas aux entreprises d'investir pour créer de la valeur, tout simplement. Et donc, il faut absolument, si vous voulez, notamment adopter une fiscalité qui permet de redistribuer les richesses, de soutenir notre système de protection sociale, de soutenir les dépenses publiques, parce qu'on voit bien que les hôpitaux, on l'a vu pendant la crise, quel est l'état de délabrement des hôpitaux publics. On voit celui de l'éducation. Je suis bien parlé pour parler de la justice également. On en a parlé tout à l'heure. Voilà, moi, quand je suis arrivé jeune avocat au barreau, les délais, notamment devant la chambre sociale, pour donner un exemple, c'était 6 mois. Aujourd'hui, on est à 3 ans. Donc, vous voyez, et c'est juste parce que les magistrats croulent sous les dossiers. Donc, en fait, il faut réadopter une fiscalité qui adopte maintenant un principe clair. Oui, il y a une limite à l'accumulation des richesses, et au-delà d'un certain revenu, allez, mettons 100 000 euros, mais on pourra en discuter, il faut aller sur des taux d'imposition très élevés, peut-être 70, 80, 90%.
Je rappelle dans l'ouvrage que les États-Unis, qui sont pas tout à fait un pays communiste, jusqu'à la fin des années 70, leur plus haut taux d'imposition sur le revenu, ça allait jusqu'à 94% sous Roosevelt, mais jusqu'à la fin des années 70. Alors vous dites aussi que les idées que vous exprimez sont pas souvent entendues, vous n'avez pas le temps de les détailler. Effectivement, on est dans un journal, mais vous êtes quand même invité, on en est ravis. Les hommes politiques, les médias, ça on l'entend, et c'est aussi d'autres que vous le disent. Mais est-ce que vous jugez aussi, monsieur, que l'école ou l'université n'enseigne pas l'économie ou l'état de notre société correctement aujourd'hui? Je pense qu'il y a un gros déficit, c'est ma thèse, dès le début, c'est d'expliquer que si on veut vraiment être un citoyen éclairé et pouvoir avoir les moyens de voter de manière éclairée. Et vous le dites dans votre livre, mais ma question c'est sur l'école et l'enseignement. Est-ce que ce que vous dites là n'est pas enseigné? Nous on reçoit une fois par semaine Christophe Rameau qui est membre des économistes atterrés, donc il fait son éditorial ici. Mais est-ce que à l'école ces idées-là ne sont pas assez développées, partagées? Il faudrait demander à Christophe Rameau parce que je suis mal placé pour dire exactement quel est le contenu des enseignements à l'université. Ce que je sais, c'est que je connais Christophe Rameau et qu'il est rarement invité sur les plateaux de télévision. Rarement. Il l'est chez nous une fois par semaine. Oui, bien sûr, mais il y a une question de proportion. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que quand vous avez un anti-néolibéral à la télévision, dans la même journée, vous allez en avoir 50 qui sont eux néolibéraux. Donc, on a même... Donc cette idéologie néolibérale, vous pensez qu'elle est aussi dominante dans les enseignements, si on part des années du bac jusqu'à la fac? Oui, enfin moi, c'est ce que j'ai entendu beaucoup d'économistes qui expliquent ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'expliquer que cette idéologie, parce qu'elle est dominante, elle paraît naturelle. On ne s'en rend même pas compte. En fait, là encore, il n'y a pas de jugement de morale que j'adresse notamment aux éditorialistes, aux journalistes, aux experts en plateau de télévision. Je dis juste, remettez-vous peut-être en question parce que je crois que sans vous en rendre compte, vous êtes en train de défendre des dogmes, notamment celui de la dette, où on nous explique que toujours l'État est en faillite, qu'on a une dette monstrueuse et qu'on a vécu au-dessus de nos moyens. Alors, on le fait plus trop depuis un an, là, depuis. Oui, mais le sujet va revenir parce qu'en fait, vous avez le rapport Arthuis qui vient de sortir et qui nous explique qu'il va falloir faire un plan de rigueur massif et d'austérité, alors qu'il faut le dire très clairement, c'est toute la structure de l'économie mondiale qui fonctionne sur l'endettement public. Et donc, si vous comparez avec les États-Unis, le Japon, la Chine, l'Espagne, l'Italie, ils ont des niveaux d'endettement supérieurs aux nôtres. Donc, il n'y a pas de difficulté immédiate avec l'endettement public. Reprendre le pouvoir, parce qu'il faut qu'on donne aussi la parole à Antoine. Reprendre le pouvoir pour les Gilets jaunes, vous pensez, votre analyse à vous, c'est que la crise sanitaire a étouffé ou mis l'étouffoir sur le mouvement pour un temps long, ou que le mécontentement pourra se faire réentendre rapidement? Je pense effectivement que là, ça agit comme un étouffoir, la crise du Covid. Évidemment, je pense qu'il y a beaucoup de peur, d'angoisse par rapport à ce qui va se produire. Là, on est dans la crise sanitaire, on a déjà les premières conséquences économiques, mais en fait, pour l'instant, avec les mesures de soutien à l'activité qu'a pris le gouvernement, ça va encore, vous voyez, alors il y a déjà la précarité des étudiants, il y a déjà des restaurateurs qui sont en difficulté, mais le pire est à venir. Et moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est les orientations économiques qui vont être prises par le gouvernement, parce qu'il s'apprête à continuer ce qu'on fait depuis 30 ou 40 ans et qui déjà était en train de nous mener dans le mur avec, comme je le disais, un déclin de l'économie française et une baisse du niveau de vie. Donc, le mécontentement des Gilets jaunes, il était toujours là, il est toujours existant, on n'y a pas répondu. Il y a d'autres mécontents, malheureusement, qui vont s'y ajouter si on ne répond pas aux aspirations des gens et si on ne change pas d'orientation économique. Et donc, c'est pour ça que j'essaie avec ce livre d'expliquer les choses de manière pédagogique, sans condamner personne, individuellement, en disant, écoutez, les logiques peut-être nous dépassent, on n'a pas conscience, et donc essayons peut-être de nous remettre en question. Les politiques et les médias en prennent pour leur grade, quand même. Oui, tout simplement. Vous en avez entièrement, c'est votre droit. Non, mais je suis plus sévère avec les élites, vous voyez, qui ont fait des études, qui ont les moyens, qui ont le patrimoine culturel et intellectuel, plutôt qu'avec les gens, vous voyez, qui travaillent à l'usine. Les avocats font pas partie de l'élite. Écoutez, ils devraient, mais je peux être très sévère avec eux aussi. La veuve et l'orphelin. Mais en fait, les avocats appartiennent à la classe moyenne supérieure, et la classe moyenne supérieure aujourd'hui, en général, elle est plutôt solidaire des classes dominantes et des politiques économiques qui sont conduites. Donc, je peux être très sévère avec ma profession. François Boulot, avocat, qui s'est fait le porte-parole des Gilets jaunes, reprendre le pouvoir, c'est extrêmement intéressant. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Manuel d'émancipation politique aux éditions Les Liens qu'il